C'est bon, ouais. Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir de nouveau à l'Institut français. C'est la 4e fois cette semaine pour un nouvel événement, cette fois-ci à connotation littéraire. مساء الخير جميعا سعيدين لاستقبالكم للمرة الرابعة هذا الأسبوع ولفعالية جديدة تتعلق بالأدب. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir Mohamed Kassimi, qui est auteur, romancier, dramaturge, essayiste et bien d'autres choses encore. يسعدنا ويشرفنا أن نستقبل هذا اليوم المحاضر محمد القاسمي، الروائي والكاتب المسرحي وكاتب المقالات، وله عدة مهام ووظائف أخرى. Il est né en Algérie, vit à Paris, a publié des essais comme Arabe, vous avez dit Arabe, Naissance du désert également. ولد في الجزائر وعاش في باريس، صدرت له مقالات مثل العرب، هل قلت العرب، وولادة الصحراء. Il a publié des récits du théâtre comme La Confession d'Abraham, Terre Sainte, qui est une pièce qui a été traduite dans plus de 12 langues. نشر أيضا نص مسرحي اعتراف إبراهام والأرض المقدسة، وهي مسرحية ترجمت لأكثر من 12 لغة. Il anime par ailleurs l'association Écriture du Monde, et en France, il est un des écrivains qui incarne une forme de dialogue entre la francophonie et le monde arabe. يدير كذلك جمعية الكتابات في العالم، وهو معروف في فرنسا لكونه يدير مؤسسة تعني بالحوار بين الفرنكوفونية والعرب. Cette soirée littéraire est organisée en partenariat avec Bein Achen, et nous avons aussi le plaisir d'accueillir un grand ami de l'Institut, le poète Shawki Abdelhamir. تنظم هذه الأمسية الأدبية بالتعاون مع مجلة بين النهرين، ويسعدنا ويشرفنا أيضا أن نستقبل الشاعر الكبير والصديق المعهد الدائم الشاعر شوقي عبد الأمير. Avant de leur céder la parole, je vais peut-être faire quelques annonces sur le programme de la semaine prochaine. Nous aurons le mardi 22 octobre à 19h une conférence de Sabrina Mervin sur Karbala au cœur des mondes chiites. قبل أن أترك الحديث لهما أحب أن أنوه بالفعاليات القادمة. هناك محاضرة لصابرينا مرضى، كربلاء في قلب العالم الشيعي، يوم الثلاثاء 22 من أكتوبر الساعة 9. Et comme vous le constaterez, l'Institut français a le sens de l'actualité, puisque le mercredi 23 octobre à 19h, nous organiserons également une conférence débat sur la constitution irakienne du 15 octobre, regard sur un bilan, aspects politiques, économiques, juridiques et sociaux. أيضا هناك محاضرة ونقاش يوم الأربعاء 23 من أكتوبر الساعة 9 بعنوان دستور ال15 من تشرين الأول 2005، نظرة في الأبعاد السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية. Ce sera un débat, bien sûr, en langue arabe, avec la participation du cher, le docteur Houmam Hamoudi, qui est le président du Conseil suprême islamique d'Irak et l'ancien président du comité de rédaction de votre constitution. ستكون المحاضرة باللغة العربية، يدير النقاش الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ورئيس لجنة كتابة الدستور العراقي. Mais avant de nous plonger dans l'actualité, revenons un petit peu en arrière avec une soirée au parfum d'orientalisme consacrée à Arthur Rimbaud, qui, jeune poète, débarque à Aden. سنعود إلى الماضي الآن والذي هو واقع المحاضرة إلى الشاعر آرثر رامبو، شاعر شاب وصل إلى عدن. La conférence de Mohamed Kassimi abordera le rapport d'Arthur Rimbaud au monde arabe et à l'islam, et notamment à travers son père qui fut fonctionnaire français en Algérie, donc comme je vous l'ai dit, un pays que Mohamed Kassimi connaît particulièrement bien.
ستدور المحاضرة حول علاقة رامبو بالعالم العربي، وكما أسلفنا السيد قاسمي هو من أصل جزائري، والده كان يعمل في الجزائر وعرف البلد عن كثب. Avant de céder la parole à nos deux conférenciers, à Chawki Abdelamir en premier, je remercie notre public qui a une fois de plus bravé les difficultés pour se rendre à l'Institut dans votre deuxième maison. Et donc sur ce, je passe la parole à notre ami Chawki. قبل أن أترك الحديث للمحاضرين والتي سيبدأها الشاعر شوقي عبد الأمير، أود أن أشكر الحضور الكريم لتخطيه كافة الصعاب من أجل الحضور إلى المعهد ومشاركتنا فعالياتنا. شكرا. وين هذه مساء الخير. أعتقد أكو ترجمة فورية، مو إذا اللي راح الأمسية تدور باللغتين تعاقبا، وفي هناك ترجمة فورية، فاللي يعني أعتقد الجميع عندهم جهاز الترجمة. أهلا وسهلا. نحن في ذكرى مهمة في الواقع، هي علاقة هذا الشاعر الكبير آرثر رامبو، اللي يعتبر زلزال شعري. طفل يكتب الشعر بين 10 سنين إلى 20 سنة ويتوقف ويترك كل شيء ويروح يصير تاجر وينسى كل شيء، يقول أنا لا علاقة لي بهذا، ويذهب يتاجر في عدن والحبشة وينسى كل شيء. وهو في 10 سنوات ما زال اليوم 123 124 سنة بعد رحيله، رامبو ما زال موجود، ما زال حاضر، ما زال اسم في الشاعرية العالمية وليست الفرنسية. هذا الشاعر الغريب العظيم، أنا لي قصة فيه، قصة معه. أنا كنت زرت عدن عام 1980 في زيارة المرة الأولى، وأنا كشاعر كان رامبو بالنسبة إلي رمز، هذا الطفل المعجزة. فقلت هذا عاش في عدن، وصل عدن قبل أن أصلها ب100 سنة، 1088 وصل عدن بالصدفة. أنا 1980 وصل عدن. قلت إلا أجد بيته، وين سكن هذا؟ بقيت أبحث. طبعا استمر البحث طويل سنوات، 12 سنة استمر، بس مش باستمرار، يعني أروح سنة أجيب سنة، إلى عام 92 اكتشفنا البيت. وصديقي الكاتب محمد قاسمي كان بين المدعوين من شعراء وأدباء فرنسيين وعرب، حضروا إلى بيت رامبو، وكان حدث مهم بالنسبة لفرنسا. تصوروا حضر وزيران، وزير الثقافة ووزير الخارجية، جاءوا من فرنسا إلى افتتاح منزل صغير في عدن لهذا الطفل المعجزة. لأقول لكم أهمية الأدب والشعر في حياة الشعوب المتقدمة. أنا اليوم راح أقرأ لكم الرسالة قبل أن أعطي الكلام إلى صديقي محمد، اللي راح يتكلم لنا عن نقطة مهمة جدا اللي هو اشتغل عليها طويلا، وهي علاقة هذا الشاعر رامبو باللغة العربية وبالإسلام. راح تكتشفوا أشياء لا أحد يعرف عنها في حياة الشاعر، قضى سنوات طويلة في البحث فيها. لكن أنا عندما وصلت عدن واشتغلت على هذا الموضوع، يوم الافتتاح قررت، يوم افتتاح البيت، قررت أن أكتب رسالة إلى رامبو. هذه الرسالة نشرناها باللغة الفرنسية وباللغة العربية، وسويناها في العدد الخاص اللي أمامكم. هذا عدد خاص، هذا نادر عن هذا الشاعر وعلاقته وصوره وكذا.
عملت المجلة خصيصا ليوزع بهذه الأمسية. سأقرأ هذه الرسالة وبعد ذلك سأترك الكلام لمحمد قاسمي. وأعتقد بالنسبة للفرنسية أعتقد أن هناك ترجمة فورية. آرثر: منذ أن وطأت قدماي أرض عدن وأنا أبحث في شواطئها الساخنة وتحت فوهة بركانها البارد عن بقايا نعال ريح مر بها منذ قرون، فهل ترك أثرا فوق هذه الجبال الأبجدية التي تمسك بخاصرة الله بين الربع الخالي والبحر، بين الهوية والمطلق، في هذه الجزيرة التي نصف جغرافيتها لغة عربية؟ أحيانا أسأل عظام الصواري في مقبرة السفن أو الشرفات الخشبية المتجعدة كالوجوه في أزقة عدن القديمة. أمضي والليل إلى الشيخ عثمان فلا أجد جبال الملح التي كنت محتارا في أمر تصريفها، بل أرى كثبان السمك الميت والعلب الفارغة وقناني البيرة، إلا المحيط فقد كان يدفع موجاته تتصاغر حتى تصل قدمي ثم تعيد الكرة تماما مثل ما كان يفعل معك، ولكنني لم أجد أثرا لك. بعد سنوات عدت ومعي جيوفيك الشاعر الكبير وسعدي يوسف وأدونيس نبحث عنك بين تماثيل الأصداء التي يمتلئ بها الليل في حي التواهي. كان جيوفيك يريد أن يضع أصابعه على جدار أو خشب التقى بك يوما، وكان سعدي يوسف يصرخ: كيف لا يحمل جدار بيتك إلا مخالب الشمس؟ في حين أدونيس يهمس في أذني: لقد عاش رامبو هنا في عدن، أجل أخبرني النفري. كانت جبال عدن وحدها تعرف كل شيء ولا تقول شيئا، لا عدن المعسكر ولا فندق العالم حيث كنت تسكن ولا بيت بارد حيث كنت تعمل تقترح شيئا لحيرتنا. عدن الصخرة البشعة كما تقول، صهريج من النسيان في جبال الليل، صباحات شاحبة تمسح الغبار عن أزهار الدفلة، شجيرات الزمن القرمزي. آرثر: عدن ربما كانت الجحيم لك يوما، ولكنها لم تكن المقبرة. عدن التي أردت أن تعود إليها وأنت على سرير الموت في مرسيليا تصرخ بأختك إيزابيل: متى سأنقل على متن السفينة؟ إلا أنك أبحرت قبل السفينة على مركبة الطوفان، فكنت حمامة جلجامش التي لم تعد قط. أعرف أن هذا يزعجك، فقد هجرت البيوت إلى الموانئ وعبرت من الخطى إلى الرياح ومن النار إلى النور، لكننا اليوم نقف إلى جدار بيتك القديم لنبني بيتا لنا فيك يا آرثر. ولكن كم كنت أعرف أنك تكره البيوت. هذه الرسالة cette lettre, je l'avais écrite exactement au moment où j'ai rencontré à Aden le lieu qu'on a identifié à la fin, que c'est la maison, et c'est là où ça a devenu une date pour nous, un lieu qui n'a jamais été situé, n'a jamais été trouvé durant 100 ans, plus que 100 ans,
de départ d'Aden. Maintenant, j'ai mon ami l'écrivain Mohamed Qassimi, c'est lui qui va vous dire mieux le rapport le plus important pour lequel nous sommes là, le rapport entre Arthur Rimbaud, l'Arabie et l'islam. Mohamed. مساء الخير. شكرا على حضوركم في هذه الأمسية رغم الظروف الصعبة. شكرا لفريق ولمدير المعهد الفرنسي الذي منحني أخيرا فرصة زيارة العراق وزيارتي الأولى لبغداد، حتى ولو أني لم أرى شيء حتى الآن، وصلت اليوم. شكرا أيضا لأخي وزميلي وصديقي شوقي عبد الأمير الذي فتح لي إثر وصولي إلى فرنسا في السنوات الأولى، فتح لي أبواب الشعر العربي وأبواب الشعر الفرنسي، وخاصة فتح لي أبواب اليمن السعيد. يعني بفضل شوقي تعرفت على اليمن، قضينا حوالي أكثر من 10 سنوات لإنجاز مشروع بيت رامبو بعدن، وأيضا لخوض البحث حول هذا الجانب المجهول في حياة رامبو، لأنه صار هناك بعض من تفادي بعض الأمور، خاصة محو دور الأب عند رامبو من كثير من الاختصاصيين ما نسميهم لي رامباليان، كأنه رامبو صار في مرتبة وجه المسيح، ولازم ليكون المسيح أن يمحى الأب تماما من قصة الابن. ملاحظة أنه نص هذه المداخلة نشر من كم من شهر في مجلة بين النهرين، والنص موجود أمامكم الآن بالعربي مع ملف خاص حول علاقة أرثور رامبو مع الشرق. عدن صخرة أحرقتها أشعة شمس أزلية، لا ينزل فيها الندى. عدن لا تنمو فيها عشبة ولا نلتقي فيها الظل. عدن جحيم تجف فيه الأجساد وتغلي فيه الأدمغة في الجماجم حتى تنفجر. لماذا أحببت عدن هذه حتى تمنيت أن يعطى لك قبرا فيها. هاي رسالة من إيزابيل رامبو شقيقة الشاعر. Aden, roc calciné par un soleil perpétuel, Aden où la rosée du ciel ne descend qu'une fois en 4 ans, Aden où on ne croit pas et où ne croit pas un brin d'herbe, où l'on ne rencontre pas un ombrage, Aden étuve où les cerveaux bouillent dans les crânes qui éclatent, où les corps se dessèchent. Oh, pourquoi l'as-tu aimé, cet Aden, aimé jusqu'au désir d'y avoir ton tombeau. Isabelle Rimbaud, extrait de Reliques. Le 2 juillet 1869, à Charleville-Mézières, un concours général de vers latin oppose plusieurs académies du nord de la France. Le sujet proposé aux candidats est l'émir Abdelkader. Parmi les candidats se trouve un jeune collégien, Arthur Rimbaud, alors âgé de 15 ans. L'enfant saisit son porte-plume et écrit d'un trait 75 vers en latin. Il rend sa copie
et obtient le premier prix de poésie. Dans ce premier poème qu'il écrit pour la première fois de sa vie, Arthur Rimbaud rend hommage à l'émir Abdelkader qu'il qualifie de nouveau Jugurtha. Je cite quelques extraits de son poème. Dans les monts d'Algérie, sa race renaîtra. Le vent a dit le nom d'un nouveau Jugurtha. J'ai quitté sans regret ma cour et mon royaume. Le souffle du rebelle était au front de Rome. Mais la France aujourd'hui règne sur l'Algérie, à son destin funeste arrachant la patrie. Venge-nous, mon enfant, aux urnes la foule esclave, que revive en vos cœurs ardents des braves. Chassez l'envahisseur par l'épée de vos pères, par mon nom de son sang, abreuvez notre terre. Oh, que de l'Algérie surgissent sans lions, déchirant sous leurs crocs vengeurs les bataillons. L'émir Abdelkader s'était farouchement opposé aux troupes françaises qui avaient envahi l'Algérie en 1830. Après 17 années de combats et de guerre, l'émir dépose les armes, il sera emprisonné en France avant d'être exilé à Damas, où il va mourir en 1883. Le parallèle entre l'émir Abdelkader et Jugurtha n'est pas une invention d'Arthur Rimbaud. C'était plutôt une figure récurrente dans les ouvrages destinés à la jeunesse à l'époque. Le général Bugeaud, qui était l'adversaire principal de l'émir, l'avait comparé au Christ en personne. Bugeaud écrit « L'émir Abdelkader ressemble assez au portrait qu'on a souvent donné de Jésus-Christ ». Cette évocation revêt tout de même une autre signification quand on sait que le père du poète, le capitaine Frédéric Rimbaud, s'est battu contre l'émir Abdelkader sous les ordres du général Bugeaud, artisan forcené de la colonisation, et que le père de Rimbaud a pris part à la bataille d'Isly, menée en 1844 par l'armée française contre l'armée du roi du Maroc qui soutenait à l'époque l'émir Abdelkader. Cependant, le rôle du père de Rimbaud, le rôle de Frédéric Rimbaud est complètement occulté, nié, oublié par la plupart des Rimbaldiens. Le dictionnaire Rimbaud, par exemple, ne consacre aucune ligne à son père. Comme le fait remarquer le psychanalyste Alain de Mijola, je cite, « Qui pénètre dans les récits biographiques consacrés à Rimbaud ne peut manquer d'être frappé par le silence où se trouve ensevelie la personne de son père. Son histoire se voit, dans les meilleurs des cas, expédiée dans quelques lignes pour disparaître à tout jamais des commentaires. » Une note de l'édition 1963 des œuvres complètes d'Arthur Rimbaud en donne un autre exemple. Ce père, dit la note, inexistant dans la correspondance comme dans la vie de Rimbaud, avait abandonné sans retour femme et enfants après sa mise à la retraite. Fin de citation. Inexistant dans la correspondance, soit et encore, mais dans la vie. Comment notre attention ne sera-t-elle pas bousculée justement par ce silence d'un discours biographique qui affirme avec tant de calme une inexistence paternelle, un discours qui efface de l'histoire complètement le rôle de ce père inconnu. Parmi tous les Rimbaldiens, un seul s'est penché sérieusement sur le parcours du père. Il s'agit du colonel Gaucho, un personnage fantasque qui, trouvant Valérie illisible, a choisi de traduire en français le cimetière marin. Après avoir dirigé un régiment de zouaves en Algérie, le colonel Gaucho décide de se consacrer à la littérature et publie en 1936 une biographie du poète ayant pour titre Rimbaud Névariature, où il mène une véritable enquête auprès du ministère des Armées
pour reconstituer la carrière militaire du père de Rimbaud. Donc le père du poète, Frédéric Rimbaud, est né à Dole le 7 octobre 1814. Il s'engage comme simple soldat dans l'armée le 9 octobre 1832. Il avait 18 ans. Il est affecté en Algérie en 1842, au moment où les troupes françaises menées par le général Bugeaud mettaient à feu et à sang le pays pour briser la résistance des populations algériennes dirigées par l'émir Abdelkader. Après 3 années de service passé au bataillon de chasseurs à pied dans l'ouest algérien, le père est affecté en 1845 à la direction des affaires arabes à Alger, où il passera 2 années sûrement à se familiariser avec la langue arabe. En 1847, Frédéric Rimbaud est nommé chef du bureau arabe de Sebdou, une localité située à la frontière marocaine et dans une zone de combat intense entre les insurgés algériens et les troupes françaises. Sebdou était à l'époque une garnison occupée par des militaires. Le climat y est rude, notamment l'hiver. C'est un trou semblable en tout point au trou d'Aden dont parlera plus tard Arthur Rimbaud. Le travail du lieutenant Rimbaud consistait à maintenir l'ordre, rendre la justice, préparer les actions militaires, diriger les travaux publics et collecter les impôts. Dans l'un de ses rapports, Frédéric Rimbaud n'hésite pas à dénoncer la misère dans laquelle la guerre avait plongé les populations arabes. Il écrit « C'est vraiment pitié de voir l'état dans lequel ces malheureux Arabes sont réduits. Plusieurs ont succombé aux premiers accès de fièvre, d'autres, en plus grand nombre, ont résisté et traînent misérablement dans les pénibles langueurs d'une convalescence sans fin. » Dans un autre article, le père de Rimbaud détaille l'invasion des sauterelles et il décrit leur physionomie et leurs ravages, mais il insiste surtout sur l'imaginaire des Arabes vis-à-vis de ce fléau. Le père de Rimbaud s'appuie sur un manuscrit d'un religieux arabe qu'il cite et qui se termine par ces 2 versets du Coran. « Les yeux baissés, ils sortirent de leur tombeau, semblables aux sauterelles dispersées. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر من سورة القمر. » Cet article de Rimbaud, du père, ne semble pas l'œuvre d'un militaire, mais d'un anthropologue qui nous décrit les frayeurs et les ruses ancestrales que déploient les hommes pour conjurer ce fléau. Dans une lettre adressée à Charloin, l'un des premiers biographes du poète, Isabelle Rimbaud rapporte que son père était un linguiste arabe distingué. Elle ajoute « Il y a de mon père à la maison une grammaire arabe revue et corrigée entièrement de sa main, une quantité de documents français arabes se rapportant aux guerres d'Algérie, des anecdotes, des contes. Il y avait aussi une traduction du Coran, texte arabe en regard, aujourd'hui égaré. » Baroudeur impénitent, le capitaine Rimbaud quitte l'Algérie en 1850 pour participer à la guerre de Crimée. Il fera quelques apparitions à Charleville, le temps de faire au gré des permissions 5 enfants à sa femme, avant de se retirer dans la ville de Dijon, où il meurt en 1878. Selon le colonel Gaucho, la rupture entre le capitaine Rimbaud et Vitaly Cuif, la mère de Rimbaud, était inévitable. Gaucho dit, lorsqu'il a pu à de rares fois venir à Charleville et qu'il a vu sa femme et ses procédés d'instruction et d'éducation, lui, si intelligent et fin, car il avait appris la finesse avec les Arabes, le capitaine Rimbaud s'est vivement dégoûté de cet intérieur mesquin, criard et pourri de bigoterie. Venons maintenant au fils Arthur Rimbaud. Arthur
lui, est né le 20 octobre 1854 à Charleville, dans une famille traditionnelle et conservatrice. Sa mère, Vitalie Cuif, était une paysanne fervente, catholique, femme sévère, que son fils affublera plus tard d'affreux surnoms. Il appelait sa mère la bouche d'ombre, la mauvère et la daronfe, c'est-à-dire un monstre. Rimbaud est un élève modèle. Durant ses années d'école, il obtient plusieurs prix d'excellence en littérature. En 1870, la France entre en guerre avec la Prusse et Arthur fait ses premières fugues à Paris. Il est attiré par l'esprit révolutionnaire qui emprunte la capitale. À Paris, il rencontre Paul Verlaine qui abandonne pour lui femme et enfants. Les deux poètes commencent ensemble une vie d'errance et de bohème entre drogue et alcool. Et pendant cette période, Rimbaud écrit Les Illuminations et une saison en enfer, et il décidera à l'âge de 24 ans d'abandonner la poésie, comme l'a dit Chaury, qu'il qualifiera plus tard d'absurde, ridicule et dégoûtante. Rimbaud va faire, avant l'âge de 24 ans, il va faire pratiquement 3 fois le tour de l'Europe, passant par la Suède, passant par le Danemark, allant à Jakarta, s'engageant dans la marine. Il fait pratiquement le tour du monde et à un moment donné, il décide de s'embarquer, et c'est ça qui nous intéresse. Là, il va quitter l'Europe pratiquement pour de bon et il s'embarque pour le énième voyage pour l'Égypte en 1880. Après une courte escale à Alexandrie, Rimbaud passe par le canal de Suez, il rejoint Jeddah, et toujours à la recherche d'un emploi, il séjourne quelques jours à Massawa, sur la côte abyssine, et là, il fait la connaissance d'un Français nommé Trébuchet, et ce négociant constate que le jeune homme parle très très bien arabe, et lui dit « Pourquoi tu n'irais pas à Aden ? Là-bas, il y a un commerce très très florissant de café, et grâce à ta maîtrise de l'arabe, tu trouveras sans problème un emploi. » Alors, la connaissance de la langue arabe par un jeune poète français venu de Charleville, Mézières, c'est une ville complètement au nord de la France, un peu éloignée, ce n'est pas un grand centre intellectuel, peut étonner. Mais elle n'est pas étonnante quand on sait que le 19e siècle, il y a un grand intérêt pour la langue arabe à cause de 2 événements majeurs. Il y a la campagne d'Égypte de Napoléon qui incite ou qui projette l'intérêt ou qui accroît l'intérêt de l'Europe pour l'Orient. Et puis, il y a la colonisation de l'Algérie qui va également investir avec beaucoup de force l'imaginaire littéraire, poétique français. Alors Rimbaud était au-delà de la langue arabe, était passionné par les langues. C'est-à-dire qu'un de ses amis nous dit que Rimbaud, à l'âge de 12 ans, il avait une passion extraordinaire des langues, donc il s'est mis en tête d'apprendre le russe, l'arabe, l'hindoustani, l'amraïrina, et pour que personne ne le dérange, Rimbaud s'enfermait à plusieurs reprises dans une armoire, un vieux coffre, du temps passé, et passait parfois 24 heures sans boire ni manger, absorbé juste par l'apprentissage des langues étrangères. La fascination, donc, elle était dans un destin pratique également que l'on oublie parfois aujourd'hui. Alors, Rimbaud dit « À quoi servent ces allées et venues et ces fatigues et ces aventures chez des races étranges et ces langues dont on se remplit la mémoire si je ne dois pas un jour pouvoir me reposer dans un endroit qui me plaise ?» Alors, Rimbaud arrive après tout ce périple dans la mer Rouge où il passe par l'Égypte, par l'Arabie, et il va arriver sans un centime en poche, il faut savoir, à Aden.
Donc il débarque au mois d'août 1880 et là il contacte avec l'entreprise d'un grand négociant français qui s'appelle Alfred Bardet et qui sera le grand témoin, Bardet, du silence arabe de Rimbaud, comme disait Cocteau, mais en fait beaucoup de Rimbaldiens ont vécu le départ de Rimbaud, pourquoi es-tu parti Rimbaud, comme une sorte de trahison, comme une sorte de crime, comme une sorte d'abandon de la poésie. Il y a deux choses. D'abord, tous les poètes contemporains avec qui il a vécu, qu'il a côtoyé, à commencer par Verlaine ou par Baudelaire, n'ont pas eu, quand ils sont restés en France, des carrières fulgurantes et ils n'ont pas atterri à l'Académie française. Donc même si Rimbaud était resté en France, je ne pense pas qu'il aurait fini ses jours à l'Académie française. Et qu'on voit, quand on a eu la chance avec Chaoury de travailler sur toute la correspondance de Rimbaud à partir du moment où il met les pieds au Yémen, c'est qu'il passe de l'écriture de la poésie à vivre la poésie. Là, il en fait, sa vie devient un vrai poème dans sa passion des cultures, dans sa passion du voyage, dans sa curiosité, dans son souci d'exploration. Il y a quelque chose, autant il a fait éclater tous les cadres traditionnels de la poésie française, autant il va faire éclater tous les cadres géographiques de territoires inconnus qu'il va étudier, sur lesquels il va se documenter et sur lesquels il va travailler. Donc il y a une logique dans l'itinéraire de Rimbaud qui passe de la poésie écrite à la poésie vécue, à la poésie, je dirais, de la géographie et de l'être humain. Donc, au moment où Rimbaud arrive à Aden, Aden est une ville occupée par les Anglais, où il y avait beaucoup de Somalis, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Hindous, beaucoup d'Anglais bien sûr, des négociants français, et à l'époque, le Yémen était vraiment la plateforme mondiale pour le négoce du café. On n'avait pas encore planté du café en Amérique latine et en Afrique, et le Yémen était le principal fournisseur de café à travers le monde. Donc, après quelques jours d'essai, Rimbaud est embauché le 15 août à Aden, et quand son patron lui demande, Bardet, il lui dit « Où est-ce que tu es né ?» Rimbaud est né à Charleville. Et contrairement à ce qu'on dit, que le rôle du père est complètement absent de la vie de Rimbaud, Rimbaud répond qu'il est né à Dole, c'est-à-dire la ville de naissance de son papa, et on a l'impression que tout le travail de cet enfant va être de répéter l'aventure de son père, de rester sur les pas de ce père qu'il n'a pas connu. Et le père, il est parti, Rimbaud avait l'âge de 6 ans, mais qui est resté dans l'imaginaire gravé de cet enfant, dont toute la trajectoire après serait une trajectoire, je dirais, d'imitation de ce père aventurier qui est passé, qui est allé en Algérie, qui a appris l'arabe, qui a essayé de traduire le Coran, ça on le sait, et qui est parti en Crimée, guerroyer contre les troupes russes. Donc, le comptoir français qui avait engagé le poète achetait du café à Moka, et Rimbaud avait sous ses ordres une équipe d'ouvrières indiennes avec une contre-maîtresse, je dirais, qui était chargée de faire le tri du café, d'enlever les graines qui n'étaient pas mûres, de mettre le café dans des sacs, de l'empaqueter, et le café était expédié après à Marseille. Donc bien sûr que les Rambaldiens insistent beaucoup sur Rimbaud, la relation de Rimbaud à
à Aden. Il se plaint, c'est-à-dire c'est vrai qu'il se plaint tout le temps du mauvais salaire. Alors il dit qu'il ne touchait que 3 francs par jour alors qu'il en touchait 10 et qu'à l'époque c'était un salaire tout à fait confortable en France. Il se plaint de la chaleur, il se plaint du manque d'eau, il se plaint de tout à Aden, roc affreux. Mais si on regarde par exemple l'avis de Rimbaud sur les autres villes, parce que c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui a fait 10 fois le tour du monde, aucune ville ne trouvait grâce à ses yeux. Par exemple, Paris, Rimbaud dit « Paris, ville lumière, mais quelle blague immonde, un ramassis de cupidité et de grossièreté, un fourmillement d'imbéciles encasernés, l'endroit le moins intellectuel au monde. Paris n'est qu'un estomac. » Et quand il va à Londres, il dira « Londres m'a produit une impression d'étouffement physique et moral, lumière d'éclipse, odeur de musc et de charbon dans les rues, tête d'anglais sans expression, un grand mouvement sans bruit de voix. » Et je ne parle pas de sa ville natale, qu'il appelait Charleston, et quand sa mère lui dit « Reviens, tu es malade, ne reste pas à Aden », et Rimbaud, il dit non, parce que c'est une ville du Nord où il pleut, il fait très froid. Il dit, maman, je préfère crever 10 fois à Aden plutôt que d'aller à Charleville. Donc il faudrait nuancer dans la littérature rimbalienne, ce roc affreux est devenu une sorte de philosophie résumée, tout le rapport de Rimbaud à Aden, alors que, sachant que c'était quelqu'un qui ne restait jamais en place, si telle était sa relation, et on va le voir après, c'est une relation charnelle très très forte, il ne serait pas resté 3 jours à Aden, contrairement à ce qu'on dit. Alors, quelques mois après, plus tard, Rimbaud va avoir une proposition d'Alfred Bardet pour ouvrir un bureau de négoce au Harar, qui était une ville à l'époque, une région d'Éthiopie. Alors, Harar était autrefois le siège d'un émirat indépendant qui a joué un rôle très important dans la propagation de l'islam en Afrique noire. Et longtemps considérée comme la 4e ville sainte de l'islam, la ville était un foyer mystique et l'accès aux non-musulmans était interdit à Harar. En 1880, au moment où Rimbaud arrive, la ville comptait 10 000 habitants. Elle était ceinte d'une épaisse muraille et ses 5 portes fermées au coucher du soleil et ne pouvaient ouvrir et nul ne pouvait entrer ou sortir. Rimbaud va habiter dans l'ancienne résidence du gouverneur de la ville, Raouf Bacha, la maison à étage donnée sur la place principale de Harar et jouxtée, elle était à côté de la grande mosquée. On suppose que Rimbaud a passé 5 années à côté de la mosquée qui était collée à cette maison, à vivre au rythme des prières, des 5 prières et des appels à la prière quotidienne. Alors, il va devenir, durant ces 5 années, en faisant du commerce de peau, de café, d'ivoire, d'or également, il va devenir quelqu'un qui va maîtriser, au dire des gens qui l'ont connu, notamment les explorateurs italiens, il parle arabe, l'amharinia, l'oromo, et il est vraiment infatigable, nous dit l'explorateur Borelli. Alors, le 15, donc là, à partir du Harar, on a une fascination ou une curiosité, si vous voulez, de Rimbaud pour l'islam. Donc, le 15 février 1881, Rimbaud écrit à sa famille, à propos, comment n'avez-vous pas retrouvé le dictionnaire arabe? Il doit être à la maison. Dites à Frédéric, Frédéric c'est son frère, de chercher dans les papiers arabes un cahier intitulé « Plaisanterie, jeu en arabe ». Et il doit y avoir aussi une collection de dialogues, de chansons et de je ne sais quoi, utiles à ceux qui apprennent l'arabe. S'il y a chez nous un ouvrage en arabe, envoyez-le moi. Jusqu'en Afrique, Rimbaud
se souvient donc des pièces et des livres rapportés par son père d'Algérie. Donc ces documents qui lui paraissent utiles pour l'apprentissage de la langue, et son employeur dira plus tard, Bardet, Rimbaud, quand il voyageait, entourait sa tête d'une serviette en guise de turban, et il était drapé d'une couverture rouge afin de se faire passer pour un musulman. Dans une courte lettre écrite à sa famille, Rimbaud glisse la demande suivante: « Je vous serai très obligé de m'envoyer aussitôt que possible à l'adresse ci-dessous, contre remboursement, la meilleure traduction française du Coran. » Et 2 ans plus tard, Rimbaud écrit: « Pour les Corans, je les ai reçus il y a longtemps, il y a juste un an, au Harar même. » Donc, durant ses séjours en Abyssinie, à Harar, Rimbaud va croiser un autre explorateur, un commerçant italien, qui s'appelait Ugo Ferrandi, qui travaille à Tadjoura. Et l'explorateur nous dit: Rimbaud était grand, maigre, il avait des cheveux qui commençaient déjà à grisonner. Il était vêtu à l'européenne, mais d'une façon sommaire, c'est-à-dire des pantalons plutôt larges, d'un tricot, d'une veste assez commode. Et selon Ferrandi, Rimbaud était un excellent arabisant, érudit, qui tenait des conférences sur le Coran pour les notables locaux et adoptait le style de la vie des habitants. Alors, Ferrandi nous dit, quand Rimbaud avait besoin d'uriner, de pisser, il s'accroupissait à la manière des indigènes, ainsi que ces derniers le considéraient un peu comme un musulman. Donc, il était, comme disent les Français, il était intégré. En octobre 1913, sollicité par un journaliste, Ferrandi, qui est l'explorateur italien, dira que Rimbaud n'était pas seulement un poète, mais aussi un arabisant et polyglotte, et il ajoute: « Je me rappelle qu'il expliquait et commentait le Coran aux indigènes. » Cet épisode lié à la connaissance en arabe et à l'islam est confirmé par un autre explorateur français qui s'appelait Armand Savouré, et également par son employeur Alfred Bardet. Donc, Savouré nous dit plus tard, Rimbaud prêchait le Coran pour pénétrer des régions inconnues d'Afrique. Il s'entretenait au bivouac avec ses chameliers, savait les documenter sur leur religion. Il lisait couramment le Coran qu'il savait commenter dans son intérêt. Alors, il se trouve que les interprétations coraniques de Rimbaud ne plaisaient pas des fois aux orthodoxes, et c'est ainsi que, d'après son biographe Alain Borer, Rimbaud a été bastonné, c'est-à-dire qu'il a reçu des coups de la part de gens qui n'aimaient pas sa façon d'expliquer un peu le Coran. Et je pense qu'aujourd'hui, on paierait très très cher d'avoir le tafsir de Rimbaud comme on a eu le tafsir de Zamakshari ou de Tabari. Ça serait formidable. Alors, tous ces périples et ces témoignages laissent à penser que Rimbaud se serait converti. Et surtout, il y a une pièce étonnante qui est conservée dans le musée de Charleville-Mézières. C'est le cachet que Rimbaud a fait quand il était à Harar, et il a changé son nom, qu'il a mis, c'est plus Arthur Rimbaud, il signait Abd Rabbo. Donc, le cachet était en arabe, Abd Rabbo, avec une contraction extraordinaire rimbaldienne, et qui est là, que le cachet, nous l'avons d'ailleurs, nous l'avons publié dans le numéro, mais l'un de ses biographes, parce que c'est pas le grand biographe, parce que avant il y avait Alain Borer, mais maintenant il y a quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire sur Rimbaud. C'est un médecin qui s'appelle Jean-Jacques Lefrère, qui a fait un travail extraordinaire de 1000 pages. Donc Borer dit non, c'est pas vrai. Rimbaud, il n'a pris de l'islam que le fatalisme. C'est-à-dire, et il cite une lettre, Rimbaud dit, à un moment donné, je ne vivrai ni ne mourrai tranquille. Enfin, comme disent les musulmans, c'est écrit, c'est la vie, elle n'est pas drôle.
c'est le Mektoub. Donc, Borer dit, non, donc Rimbaud n'a pris de l'islam que le Mektoub, comme si toute cette religion ne se mesurait ou ne consistait qu'en cette idée caricaturale qui est celle du fatalisme. Alors, de son côté, il y a un autre rimbaldien qui s'appelle Pierre Petit-Fils, qui lui était né à Charleville, et Pierre Petit-Fils dit, il est catégorique, l'intérêt du poète pour l'islam date de son séjour à Harare. Rimbaud est devenu de mœurs et d'esprit musulman. Alors que le grand poète français Claudel disait non, Rimbaud était un mystique sauvage catholique. Alors, il y a un autre grand poète, Malcolm de Chazal, qui lui est catégorique et il dit une grande affaire concerne la religion de Rimbaud. Il est parti athée total avant qu'il quitte la France. On a cru, et comme Claudel l'a dit, qu'Arthur Rimbaud, revenu chez Isabelle, était mort dans la religion de ses ancêtres. Chazal dit non, c'est totalement faux. Aujourd'hui, on sait que Rimbaud au Harare s'était converti à la foi musulmane et pratiqué. Donc là, on est face à, comme c'est vraiment rimbaldien, c'est-à-dire que la vie de Rimbaud a inspiré tellement de lectures, tellement d'exégèses, tellement d'hypothèses, tellement de mythes, qu'on ne sait jamais, et c'est ça l'extraordinaire talent de Rimbaud, où se trouve la vérité. Donc, quand on est face à autant de faisceaux de concordance sur sa passion, sur son attention, sur sa pratique surtout, on dit est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que le travail ne consiste pas à rajouter du mythe sur le mythe, une légende sur une légende, mais à dire, comme on dit, Allahu A'lam. Allahu A'lam. Voilà, on ne sait pas. Donc lui seul sait cette histoire-là. Donc, oui. Je termine par ce moment qui a beaucoup troublé les Rimbaldiens, c'est que Rimbaud va rentrer, il va tomber malade à Aden, il va rentrer à Marseille, il souffre d'un cancer, et il est amputé, et comme disait Chaouri tout à l'heure, il ne pensait qu'à une seule chose, c'était revenir au Yémen, revenir à Alger. Ça, au moment où il était dans le délire, et on retrouve l'écho du père. Il dit « Je veux embarquer pour Alger, Obok ou Aden ». Et la dernière phrase de Rimbaud, c'est, Isabelle va le dire plus tard, elle ne le dit pas tout de suite, elle n'écrit pas tout de suite, les dernières phrases d'Arthur Rimbaud sur son lit de mort, c'est Allah Karim, Allah Karim, Allah Karim. Et là, ça ouvre aussi la porte à toutes les explications ou toutes les spéculations possibles et imaginables rimbaldiennes. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. إلى هناك أسئلة فينا شكرا محمد القاسمي لهذه المداخلة الغنية وهذه المعلومات اللي ذكرها محمد. في الواقع يعني كثيرون من الدارسين الفرنسيين ما اهتموا فيها لسبب أو لآخر، لكن احنا من واجبنا يعني كأدباء وكباحثين خاصة مثل محمد قاسمي وأنا بين الأدب الفرنسي والأدب العربي، هذا الجسر اللي انت تشوفه الآن الحديث يتم بين اللغتين ويتم بين الآداب العربية والفرنسية، من واجبنا أن نقول حدث هذا وندخل في ما يسمى يعني حوار التاريخ. فهذا الموضوع المهم الآن طبعا محمد قدم لكم المعلومات. إذا أكو أسئلة وإذا أكو مناقشة
الآن الكلمة لكم. سنبدأ من يريد الكلام يقول اسمه، ويعني شوية بس ملاحظة واحدة فقط، بس لحظة بس خليني أكمل. ملاحظة واحدة فقط، أنه الأسئلة ما تكون طويلة، يعني مختصرة تهدف. أيوة تفضل، الاسم والعمل والوظيفة قبل كل شيء. السادة الحضور، أسعدتم مساء. المتكلم رئيس مهندسين هيرمون أرشاك. احنا ما عرفنا الأصل آرثر رامبو، لأن اسمه ما يوحي لأنه هو فرنسي. آرثر رامبو حسب ما أنا اللي أعرفه، المعروف عندنا بالتاريخ واللي درسناه واللي تداول بين المثقفين، لورانس العرب كان له تأثير سياسي وعسكري. أما رامبو العرب بالشخصيا أنا متابع من الندوات والثقافة العامة، ما سامعين عن رامبو العرب. هذا واحد. بعدين أكو شيء، الشخصيات المعروفة اللي لها تأثير بالمجتمعات وبالعالم اللي ترفض نهر الثقافة، الشعراء والأدباء والكتاب بشكل عام. المدعو آرثر رامبو هذا ترك الشعر قبل هجرته ب6 سنوات، يعني من 10 سنوات إلى 20 سنة حسب ما مكتوب. كتب الشعر، يعني ما هذا الشعر ومدى تأثيره ومدى قوته ومدى بلاغته بالأدب الفرنسي أو غيره. شكرا. فأنا حابب أعرف. شكرا. أنت سجل وجاوب على قلت أنه سوى زلزال بالنسبة للشعر الفرنسي. بعدين ناخذ، بعدين جاوب السؤال الثاني، بعدين جاوب السؤال الثاني. مساء الخير، الإعلامي علاء النداوي، مؤسسة المساء نيوز. أشكركم على هاي المحاضرة أو هاي المعلومات المهمة عن هاي الشخصية الفذة. طبعا هو أنا حسب ما سمعت من عندكم أنه هو أولا مستشرق، هو شاعر، هو رحال، لأنه هو أكثر يعني جاب الجزيرة العربية وأفريقيا ودول كثيرة. طبعا هو تحسب له أنه يعني شاعر في 10 سنوات قدر يعني يرثي المكتبة العالمية بالشعر. فأنا بس شيء ظل يعني يدور ببالي، لأنه أنتم يعني بحثتم في سيرته، في سيرة حياته، أنه شنو السبب اللي هو في 10 سنوات هو ترك الشعر؟ هل هو أنه وجد أنه الشعر ما بي مردود مادي وراح إلى التجارة، أو أنه يعني انتهى بعد ما يقدر يكتب مثل ذاك الشعر اللي كان يكتبه؟ وشكرا لكم. شكرا. من بعد تفضلي أنطيها لك. مساء الخير، إيمان كريم، أستاذة اللغة الفرنسية في جامعة مستنصرية. طبعا احنا كأساتذة واكيد احنا عندنا طلاب نشرف عليهم بحوث بالأدب، فمن خلال البحوث اللي نشرف عليها ومن خلال ما احنا يعني نبحث عنه فيما يخص الشعراء، لم نلمس هذا الجانب اللي هو مثل ما تحدثت عنه حضرتك والأستاذ الشاعر فيما يخص انه العلاقة القوية بين الشاعر رامبو والشرق. فالسؤال يمكن الأستاذ أو حضرتك يمكن نوهت بجملة انه لماذا هذا الجانب علاقة رامبو بالشرق أو الدين اللي كان كلش يعني تتخي باسيوني باغ لا ريليجيون مسلمان، لماذا هذا الجانب كان خافيت يعني بالمصادر الفرنسية؟ يعني شقد احنا نبحث عن رامبو، نسوي بحوث أو مقالات، ما لمسنا هذه الجانب انه موجود من ضمن المعلومات اللي نجمعها خلال هذا الشاعر المعجزة. ميرسي. يوسف المحمداوي، مدير تحرير مجلة الشبكة العراقية. الحقيقة السؤال يمكن خارج عن المألوف، يعني أغنونا الأساتذة سواء أستاذ محمد قاسمي أو أستاذ شوقي أغنونا عن حياة رامبو، لكن هل بقي شيئا من بيت رامبو أو متحف رامبو في اليمن بعد الهجوم الذي تتعرض له اليمن من قبل الدول العربية أو
بقيادة السعودية وبأسلحة أوروبية. هل بقى شيء من بيت رامبو وأنتم على علاقة بهذا؟ وشكرا جزيلا. شكرا. اوكي تفضل انت وانا بعدين نجاوب على بالنسبه لليمن. هو نظن في كراهية تاريخية بالنسبة لليمن من طرف الوهابيين ومن طرف العربية السعودية، أنه السحق بلد يمثل قلب تاريخ وقلب اللغة وقلب الحضارة العربية هو اليمن. يعني في عداوة من بدو، عداوة بدو للحضارة اليمنية من قرون، هي معروف الشيء. ما تبقى من بيت رامبو هو من أيام قبل الحرب. تفاجأ الفرنسيين بإنشاء، وشوقي كان مهندس القضية هاي، أنه بإنشاء بيت مخصص لرامبو في منطقة تحت نفوذ أمريكي وإنجليزي، ولذا بعد سقوط اليسار انسحب الفرنسيين من البيت وأغلق البيت وسلموه لتاجر يمني. حول، والمنزل موجود الآن لم يهدم. حول بالنسبة للتاجر اليمني كان رامبو غير معروف، ولذا حول الاسم الفندق اوتيل رومبو، وحاطين على واجهة الفندق صورة لسيلفستر ستالون، هيك يجلب الناس أكثر من رامبو. الحق بالعالم العربي سيلفستر ستالون معروف أكثر من أرتور رامبو. والآن حول إلى محل بيع أفرشة في دي موكات maintenant. أي il faudrait répondre sur le rôle de la révolution. دور شو سواه، يعني هو بالنسبة مثل ما حكى شوقي أنه شعر رامبو سوى زلزال داخل الشعر الفرنسي حتى الآن. ما فيش حد يعني فجر القصيدة وفجر القصيدة النثرية مثل رامبو حتى الآن. طبعا يعني بالنسبة للأخوة الأسئلة يعني كلها أسئلة في الواقع تريد أن تستكشف أبعاد خارج الفكرة الأساسية اللي هي علاقة هذا الشاعر بالإسلام. وأجاب الأخ محمد على النقاط الأساسية فيما يخص الأسئلة. أنا أريد أقول شغلة في الواقع. رامبو شاعر كبير، هاي مسألة غير قابلة للنقاش. هذا الطفل المعجزة، يعني مو أنا اللي أعطيه هذه الصفة، التاريخ هو اللي يعطي هذه الصفة، ويعني لا يتسع الوقت للدخول بتفاصيل. لكن ملاحظتي على الأمر أنه حينما ترك رامبو الشعر وقال خلاص قفل هذا الباب، قال أنا راح أتاجر، وحمل حقيبته ونزل إلى الشرق، ونزل إلى أثيوبيا وعدن وقبرص قبلها واسكندرية إلى آخره. هذا الرجل ما عاد شاعر، يعني رامبو في الشرق تاجر وليس شاعر. تاجر يعني كل شيء يفعله، كل شيء عمله، سواء كان دخل الإسلام، أصبح مسلم أو لم يصبح، النقاش كل هذا بالنسبة لي لا يتعلق بشعر رامبو، لأن رامبو قفل الشعر وقفل ديوان الشعر وقال لهم خلاص أنا لا تحكوني بعد عن هذا، لا تجيبوا لي سيرة الشعر، ما لي علاقة بي أنا، خلاص تركه وراح. وكانوا يكتبوا له من باريس تعالوا شعرك عظيم وما اعرف، قلت ذولا تعبانين، ذولا ما لي علاقه فيهم انا، هذولا خلاص. كان قد اقلع تماما، لم يكتب بيتا واحدا. هاي مسألة مهمة. فهو الموضوع اللي احنا بصدد الان، احنا بصدد علاقة رامبو الذي كان شاعرا والذي اصبح تاجرا.
نحن نتكلم عن المرحلة التجارة. كل رسائل من عدن أنا ترجمتها ومحمد أيضا، كلها أنا كسبت 200 فرنك وأنا راح أعمل تجارة وأنا بعت القهوة وأنا راح أعمل صفقة للسلاح في أفريقيا، وكلها قصص ما لها علاقة بالشعر، ما لها علاقة ولا كلمة واحدة لها علاقة بالشعر. فهنا يجب أن نركز على هذه النقطة. علاقة رامبو بالعالم العربي ليست علاقة شعرية، وعلاقته بالإسلام ليست علاقة شعرية، علاقة تاجر رجل أعمال. هاي نقطة مهمة. تعليقا هو انه حتى الاختصاصيه نتاع رامبو يعني كان في نوع من شو نسميها، انه ضيع حاله مثلا بالنسبة للاختصاصيين، وعكس هو الحقيقة عكس ذلك، أنه ما كانش شاعر مشرد غلبان. أنه نشوف مثلا بعد إنهائه لصفقة السلاح يرجع رامبو ومعه 8 كيلو ذهب يوديها ببنك، يودعها ببنك الكريدي ليوني بالقاهرة. وقت ما ترك عدن سوينا تقويم المصاري اللي معه، كان معه حوالي ما يقارب اليوم 300,000 أورو. يعني مش الشاعر هذا لوبينو اللي مشى وترك الشعر وكذا وضيع حياته، لا، كان إنسان مثل ما حكى شوقي، كان تاجر وتاجر غني. يعني نجح في هذا، نجح في التجارة. هاي مسألة مهمة. شكرا لإصغائكم، ونواصل دردشة بعد القاعة، وأهلا ومرحبا.